Bonsoir, chers téléspectateurs de la M7 TV. Aujourd'hui, votre émission Invité de la rédaction reçoit une grande journaliste d'une renommée internationale qui a su s'imposer dans le milieu de l'information. Je vous nomme Madame Ma Camara. Eh bien, Madame Camara, bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez faire une brève présentation de votre parcours? Alors, vraiment bref présentation parce que j'ai un parcours très long. Mhm, Alors, je suis Ma Camara, je suis journaliste reporter de guerre, journaliste reporter d'images. Je mhm, suis la première femme journaliste reporter d'images en Côte d'Ivoire et l'une des premières en Afrique. Alors, je me suis spécialisée sur les questions de défense et de sécurité. J'ai fait la couverture de pas mal de crises en Afrique, dont le Mali, le Burkina, Centrafrique et autres, tout ça. Donc voilà, je suis formatrice également à l'école de police d'Abidjan et j'enseigne également le média training et la communication opérationnelle, également au niveau de l'Académie des forces armées de Zambakro au Côte d'Ivoire. mhm, Je forme également aussi des journalistes, effectivement à l'ISTC, en journaliste reporter d'images. mhm. Madame Camara, récemment, vous avez assisté à un séminaire portant sur le thème médias et cohésion sociale. À votre avis, est-ce que les médias classiques ne sont pas en train de perdre du terrain au détriment des médias sociaux? Alors, je m'inscris, je dis tout de suite non. Les médias classiques ne sont pas en train de perdre du terrain, même si on a l'impression que cela est en train d'être constaté. Le métier du journaliste, je dirais, la presse ne peut pas disparaître au profit des médias sociaux. Pourquoi? Parce que les médias sociaux sont dans la rapidité, oui, ils ont de l'information. On dira que nous avons quelque part perdu l'exclusivité de l'information sur le terrain, mais nous n'avons pas perdu l'authenticité et la crédibilité. Parce que le rôle du journaliste et de la presse, c'est quoi? C'est d'avoir une information, de la creuser et de faire le traitement avant de la diffuser. Ce que ces personnes sur les réseaux sociaux n'ont pas. Donc, les médias classiques ne sont pas et ne vont pas disparaître. Elles vont rester, mais il faut qu'au niveau des hommes de médias, il y a une prise au fait de conscience. Au fait, il faut qu'on arrive à, à cette prise de conscience le plus rapidement possible pour pas repenser notre média, mais pour crédibiliser notre média par l'authenticité de ce que nous diffusons et de ne pas tomber dans la couche de l'information qui ne nous honore pas et qui nous emmène à diffuser des informations et qui deviennent après des deepfakes, des fake news. Comment expliquez-vous de plus en plus nous assistons que certains chefs de parti, les hommes politiques préfèrent communiquer à travers les réseaux sociaux qu'aller voir certains médias? Alors, au fait, les gens aujourd'hui sont plutôt dans le sensationnel, hein. On se dit tout de suite, si c'est sur les réseaux sociaux, c'est que tout le monde en parle, tout le monde a vu. Vous faites une publication, nous ne sommes pas amis sur Facebook. Je ne verrai pas ce que vous avez publié, c'est sûr. Tant que quelqu'un qu'on a en commun ne m'emmène. Donc, vos amis verront cette publication, vos cousins verront cette publication et ces personnes autour de vous vous appellent. Vous avez l'impression que vous êtes mondialement vu et mondialement connu. Et pourtant, ce n'est pas le cas. C'est cette impression que les réseaux sociaux nous donnent. C'est vrai que c'est un espace gratuit de communication, c'est un espace visible de communication et très rapide, mais il faut traiter la communication. Il faut traiter la communication, surtout quand nous sommes des hommes publics. C'est très important. Les médias sociaux doivent être un relais de nos espaces de communication. C'est-à-dire, si vous avez votre site internet ou votre blog, lorsque vous publiez vos informations, il faut partager. Au fait, la meilleure stratégie de communication, c'est ça. Il faut la partager au fait sur ces réseaux sociaux, mais pas directement la publier sur les réseaux sociaux, parce que demain, vous pouvez perdre l'exclusivité, parce qu'une fois c'est lancé, et les clauses de Facebook et autres le disent, hein, une fois c'est mis sur Facebook, ça ne vous appartient plus. Mhm. Quel était l'objectif de ce séminaire? Un séminaire qui a porté sur la cohésion sociale et les médias. Alors, l'objectif, au fait, M. Gorgui Watt, que je remercie déjà, et le J'aime littéraire qui a bien voulu que je sois à Dakar pour ces conférences. Alors, l'objectif, au fait, selon ce qu'il m'a expliqué et qui m'a vraiment motivé à venir, c'est cette cohésion sociale très chère aux Sénégalais, qui ne doivent pas perdre. Les élections s'approchent.
les crises s'accentuent et pour lui, le Sénégal doit rester uni. Le Sénégal doit garder au fait cette paix intérieure qu'elle avait avant, cette paix qu'elle a toujours eue et surtout ce vivre ensemble qu'elle fait. Donc l'objectif c'était de partager et surtout de faire un peu le mea culpa des médias au Sénégal mais aussi partout en Afrique au fait. Donc ça nous a permis de faire plusieurs thèmes, de parler de plusieurs thèmes, de certaines responsabilités de ces hommes de médias et surtout de s'interroger sur où va notre média et comment faire pour crédibiliser ce secteur. Est-ce possible d'utiliser les médias pour une cohésion sociale? Les médias ont toujours été utilisés pour une cohésion sociale. Déjà depuis, je dirais, depuis les temps anciens, vous avez les griots, vous avez des porte-paroles, mais qui sont des formes de médias traditionnels qu'on ne dit pas. Aujourd'hui, en tant que journaliste, avant on dira une camarade ne doit pas être griotte. Mais aujourd'hui, je suis camarade, je suis journaliste et c'est une forme de griot, n'est-ce pas? Oui. Pour dire que ça a toujours existé. Alors, ça a toujours existé et en même temps, les médias ont toujours été utilisés par les rois, par les chefs, par les religieux et par tout le monde. C'est quoi le média? Le média, c'est le support de communication ou le support qu'on utilise pour véhiculer un message. Et le message peut être véhiculé par une musique, par un tam-tam, par un micro, par un stylo et autres. Donc, tous les moyens existent pour pouvoir véhiculer. Donc, pour dire ça existait, ça existe et toujours, il faut utiliser les médias pour la cohésion sociale. Par exemple, quand un imam ou un pasteur vous dit, ou un prêtre vous dit à l'église, voici ce qu'il faut faire, quand on sort, on dit c'est ce que le pasteur a dit. C'est un média de proximité. C'est une communication de proximité. Donc, c'est des aspects qu'il ne faut pas négliger, quelles que soient nos divergences politiques et autres, tout ça. Les médias restent et seront toujours, je dirais, ce fil qui relie les institutions, qui relie les gouvernants, qui relie ceux qui veulent se faire entendre avec la population, en fait. Qui dit réseaux sociaux dit fake news. Pouvez-vous définir deepfake ou fake news pour nous, s'il vous plaît? Alors, qui dit réseaux sociaux dit fake news, je m'inscris un peu en faux parce que c'est vrai que les réseaux sociaux sont utilisés par certaines personnes, certains individus mal intentionnés pour des diffusions de fake news, de mauvaises informations, mais c'est des choses bien préparées. Donc, les fake news, c'est quoi? C'est sorti au fait une information de son contexte ou de manipuler voilà, une cible, une catégorie de personnes avec des informations qui ne sont pas vraies ou qui ont été manipulées. Voilà, donc c'est un peu ça les fake news. Et aujourd'hui, on assiste de plus en plus de blogueurs, de plus en plus d'influenceurs, de plus en plus je ne sais plus quoi citer, qui sont utilisés voilà, par ces personnes mal intentionnées pour véhiculer, pour diffuser un certain nombre d'informations qui sont souvent fausses et pour nuire à la cohésion sociale. Je reviens toujours sur la cohésion sociale pour dire effectivement, M. Gorgui-Wade a eu raison de choisir ce thème pour le J'aime littéraire cette année, pour cette 4e édition, parce que le média est au cœur de toute chose et surtout au cœur de la cohésion sociale. Voilà, donc c'est un peu ça la signification du fake news qui aujourd'hui est en train de laisser la place aux deepfakes. Les deepfakes, c'est quoi? Les deepfakes, c'est la manipulation de l'information. La manipulation de l'information avec l'informatique, avec l'intelligence artificielle, la manipulation de l'information visuelle, c'est-à-dire l'image et la vidéo. Deepfake ou fake news, quelles sont les solutions que vous proposez afin que les lecteurs ou les téléspectateurs s'y échappent? Alors, deepfake ou fake news, alors, les solutions, c'est surtout ne pas partager tout ce qu'on voit tout de suite. Avoir le droit de réserve par moment qu'on reçoit une information et surtout regarder cette information et se demander est-ce qu'elle mérite d'être partagée. Je crois qu'il y a quelqu'un qui disait
Pour tuer la désinformation, lorsqu'elle tombe dans l'oreille d'une personne intelligente, elle meurt. Il faut avoir cette intelligence de pouvoir faire la différence entre le faux et le vrai. Il faut surtout ne pas tout partager. C'est la première des choses qu'on peut dire. Maintenant, de manière technique, au niveau des deepfakes, il existe pas mal de solutions informatiques qui existent pour pouvoir déterminer, pour pouvoir identifier une fausse image d'une vraie, une fausse vidéo d'une vraie. Ben, à l'œil nu, ce que je peux aussi dire, lorsque vous avez une vidéo et que vous regardez le clignement des yeux qui dépasse entre 2 et 10 secondes, ce qui n'est pas normal pour un être humain qui ne peut pas cligner les yeux plus de 2 à 10 secondes, il faut tout de suite se faire attention. Vous regardez également la synchronisation des lèvres entre la personne qui parle et le robot qui parle, parce qu'effectivement, les deepfakes, c'est quoi? J'écris un test, j'identifie votre voix en 2 secondes, je demande au robot ou par exemple à la solution qui est là d'identifier cette voix et j'écris un test et elle me lit carrément tout le test selon votre voix. Donc vous voyez jusqu'où la manipulation peut partir. Et là, nous sommes à la porte du pire. Nous sommes à la porte du pire. Il y a d'ailleurs un homme d'affaires britannique qui s'est vu virer 700 millions d'euros environ parce que simplement ils ont échangé avec son gestionnaire bancaire, mais c'était sa voix. Et il savait tout de lui. Donc il faut être très vigilant. Et c'est surtout ça, la vigilance. Et surtout éduquer nos populations à ne pas tout partager. Et c'est très important. Le pire, c'est nous les journalistes qui récupérons tout, qui voyons tout sur les réseaux sociaux et on se fait les ambassadeurs de ces personnes qui partagent ces informations sans les vérifier. Mais ça, c'est une erreur journalistique parce que le b.a.-ba même du journaliste, c'est quoi? Vérifier avec au minimum 2 sources d'informations. On ne voit pas et on diffuse. Avant de partager. Avant de partager. Non, vous n'avez même pas... Un journaliste, son rôle, ce n'est pas de partager. Un journaliste, c'est d'informer, au fait. C'est de traiter l'information que vous recevez et de la diffuser sur votre espace. Mais pas de la partager. Ce n'est pas ton rôle, au fait. On constate de plus en plus qu'il y a des cyberjournalistes. Ben, après, on s'étonne de dire que ouais, on ne vit plus de notre métier. Ben, vous voulez vivre de votre métier dans la concurrence? Si vous faites vous-même la concurrence à votre média, vous avez une information d'exclusivité, vous préférez d'abord la partager sur votre page Facebook avant de l'envoyer dans votre média. Ben, comment cette personne qui investit va arriver à vous payer? Il faut se mettre en cause, il faut prendre du recul et faire un vrai mea culpa de la presse. Et c'est très important. Il faut qu'on sache exactement les fondamentaux de notre métier. C'est quoi le journaliste? C'est quoi la presse? C'est quoi notre rôle? Sinon, je ne dirais pas on risque de disparaître, mais on risque d'être envahi par des informations non traitées et ça sera difficile parce qu'aujourd'hui, le métier de journaliste devient de plus en plus compliqué. Il faut vérifier, il faut être sûr, il faut faire ceci, il faut faire ça. Mais c'est parce qu'il y a un relâchement en bas. Un journaliste sans carnet d'adresse, ce n'est pas un journaliste. Il faut avoir un bon carnet d'adresse. On me dit il y a telle information, tout de suite, tu sais qui appeler. Mais je ne me fie pas à la première publication sur les réseaux sociaux. C'est impossible. Et ce n'est pas éthique, ce n'est pas déontologie. Et là, j'aimerais vraiment interpeller les confrères là-dessus. Faisons attention à tout ce que nous voyons sur WhatsApp, sur Telegram, sur Facebook. Surtout, c'est important. Et savoir faire le vrai tri. Il va nous aider à vendre, au fait. Merci beaucoup. Vous étiez à la tête d'une émission Le cœur des femmes sur Canal+. Actuellement, nous assistons à l'Assemblée nationale le bagarre entre députés, entre Massata Samb et Amin Ndiaye. Comment dirais-je, quelle est votre position par rapport à cet acte de Massata Samb sur Amin Ndiaye? Alors, effectivement, j'ai été à la tête de l'émission au lancement de cette chaîne, hein, Canal plus L. Et en Côte d'Ivoire, en tant que Red Chef quand même, adjointe de cette émission, nous avons apporté ce qu'on pouvait pour que c'était une première en Afrique quand même, de faire entendre la voix des femmes africaines, pas des Africaines,
l'information et sur le quotidien des femmes africaines par des Africaines. C'est vraiment une grande première et c'est une émission quand même à féliciter et à encourager dans l'espace médiatique. Alors, pour revenir un peu à votre question, je suis un peu écœurée quand même, choquée, de voir cette scène. De voir cette scène qui n'honore pas l'Afrique. De voir cette scène qui n'honore pas au fait la culture africaine. La culture africaine, qu'elle soit mandingue, qu'elle soit je ne sais pas quoi, Wolof. Wolof et autres, il est interdit de battre la femme. La femme mérite le respect. La femme mérite d'être traitée. J'entends souvent certaines personnes dire, ah ben écoutez, vous ignorez un peu ce qu'elle a dit, elle a insulté. Mais c'est ça la maîtrise au fait d'un intellectuel. C'est ça la maîtrise. Ben oui, elle vous a insulté. Elle a dit des choses méchantes. Oui, je suis d'accord. Ben, qui sait ce qu'elle vous a dit exactement? On retient une seule chose. Vous avez battu une femme. Et ce n'est pas honorant. Être femme, ça ne veut pas dire qu'on peut tout faire aussi. Oui, être femme, ça ne veut pas dire qu'on peut tout faire, oui. Je suis d'accord avec vous. Mais être homme, ça ne veut pas dire qu'il faut battre tout le temps. Voilà, c'est ça la question. Il aurait pu régler son problème autrement, mais pas avec la violence. Aujourd'hui, même battre votre propre enfant, attends. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Et ce n'est pas du tout, pas parce que je suis une femme, mais l'image, elle n'est pas belle du tout. C'est pas un beau tableau. Une bagarre à l'Assemblée nationale, même si ce n'était pas une femme qui l'avait battu, que ce soit un homme, mais ce n'est pas un tableau reluisant pour notre Assemblée nationale. Ce n'est pas un tableau reluisant pour l'Afrique. Nous qui parlons de démocratie, on me dira oui, en Philippines, en Tanzanie et autres partout, dans certains pays, en France, tout ça, on voit des bagarres à l'Assemblée nationale. Oui. Mais même si on voit ailleurs, ce n'est pas parce qu'on voit ailleurs qu'on doit le faire. Nous avons une culture ici, même chez vous les Wolofs, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, un peu partout en Afrique de l'Ouest, où il y a la plaisanterie pour éviter ce genre de bagarre. Aujourd'hui, je peux me permettre, par exemple, de dire à un chef de l'État, ben écoute, comme vous êtes Ouattara, attendez que je m'asseye avant. Mais c'est un président de la République, oui. Mais quand il va penser à ces liens historiques et de plaisanterie, il va dire, ok, assois-toi comme tu es camarade parce que vous êtes considérés comme des porte-parole. On peut utiliser ça pour ne pas arriver à la bagarre. Il peut porter plainte pour injure, mais pas battre une femme. Pas se battre, c'est pas un tableau reluisant. Je sors même de cette femme qui l'a battue. Mais une bagarre dans une assemblée nationale, c'est pas un tableau reluisant, une assemblée nationale. Chacun vient dire ce qu'il pense et chacun sur sa position. Je pense que c'est suffisant pour qu'on puisse partager nos opinions, mais pas se chicoter. Quelle leçon, quelle image vous donnez à ceux qui sont assis dans les grains, qui sont assis dans les cafés, qui sont assis, qu'est-ce que nous donnons comme image? Allez, on se bat à l'Assemblée nationale, nous sommes vos élus, donc battez-vous. L'élu, c'est le représentant du peuple. Vous êtes journaliste d'investigation. Un journaliste d'investigation arrêté, Pape Alé Niang, depuis un bon bout de temps. Pape Alé Niang, il est arrêté pour diffusion de fausses nouvelles et détention de documents top secrets de l'armée et tout. Est-ce qu'on peut dire qu'un pays, démocratique ou un pays qui est en avance sur les autres, est-ce qu'on peut arrêter un journaliste? Alors, parce que certains disent que le Sénégal est en train de reculer démocratiquement, le fait qu'on arrête des journalistes. Est-ce qu'on peut arrêter un journaliste? La question, l'idéal, c'est de ne pas le faire. Dans l'exercice de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions. L'idéal, c'est de ne pas le faire. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, et ça, j'interpelle nos gouvernants là-dessus, la liberté d'expression, la liberté de presse est un indicateur d'une démocratie. Arrêter un journaliste dans l'exercice de ses fonctions, c'est freiner un peu cette démocratie. C'est jeter les projecteurs
internationaux sur vous. On peut ne pas vous regarder, mais à partir du moment où vous mettez la main sur un seul journaliste, la question interpelle tout le monde et on vous regarde. Peu importe ce que le journaliste a fait. Peu importe ce que le journaliste a fait. Il existe une loi, il existe des réglementations pour régler cette affaire. Et je pense que des bonnes décisions seront prises au niveau des gouvernants pour pouvoir quand même libérer le confrère, loin des ambitions politiques, mais de comprendre que mettre la main sur un journaliste, au fait, c'est un peu le miroir de la démocratie et il ne faut pas se jeter les projecteurs simplement parce qu'un journaliste aurait fauté. Ma dernière question est, est-ce que la liberté de la presse a des limites? Est-ce qu'il a des limites? Alors, cette question a été posée lors du J'aime littéraire. Est-ce que la liberté de la presse a ses limites? Oui. La liberté de la presse a ses limites là où, au fait, votre liberté n'est pas ma liberté. Là où vos droits s'arrêtent, peut commencer moi mes droits. C'est pas parce que nous sommes journalistes aussi que nous sommes autorisés à tout dire, à tout faire. Nous sommes des personnes qui doivent surtout pas faire de l'autocensure, mais de faire attention à tout ce que nous diffusons parce que nous sommes vus, nous sommes lus, nous sommes des référents, nous sommes ceci. Donc la liberté de presse a ses limites, mais pas bâillonner la liberté de la presse. Ça, c'est autre chose. Pourquoi elle a ses limites? Parce que nous sommes régis par la déontologie, nous sommes régis par l'éthique et nous sommes régis par une loi. Donc, ce sont des limites. Mais le bâillonnement de la presse, ça, c'est un crime, je le dis. Le bâillonnement d'une presse, c'est un crime. Donc, je peux dire, oh, notre liberté n'est pas forcément votre liberté. Et la presse, effectivement, la liberté de la presse a des limites selon les règles qui ont été imposées. Voilà. Merci, Madame Camara. Votre mot de la fin? Alors, déjà remercier votre chaîne de télévision M7 TV pour cette opportunité que vous nous offrez pour parler un peu de la cohésion sociale qui ne touche pas que le Sénégal, mais un peu l'Afrique de l'Ouest, tout ça. Une cohésion sociale qui n'est pas forcément raciale, religieuse et autres. Nous faisons face aussi à la question du terrorisme. Voilà, donc qui prend de plus en plus de l'ampleur. Nous constatons dans ces zones occupées par ces forces terroristes et autres, une symbiose entre les populations et autres. Donc tout ça va dans le sens de la cohésion d'un État. Okay? Donc ça, c'est des guerres extérieures. Donc il faut déjà faire attention à tout ça. Alors, remercier également le J'aime littéraire et M. Gorgui Watt qui nous a permis de venir ici à Dakar, partager nos expériences, partager l'expérience de nos différents pays et surtout interpeller les uns et les autres sur les cas sur ce qui s'est déjà passé dans certains pays comme en Côte d'Ivoire où nous avons vu l'implication de la presse dans la crise post-électorale et on ne le souhaite pas pour le Sénégal. Donc pour nous, c'était une manière de les interpeller et de les avertir pour dire faites attention, le pire est arrivé ailleurs, il ne faudrait pas que ça arrive chez vous. Voilà, donc remercier tout le monde, remercier tous les Sénégalais pour dire que j'étais très heureuse de partager ces quelques jours ici. Un mot wolof, s'il vous plaît. Ce que j'ai entendu, Djeredjef, Naradef, voilà. Donc, je ne sais pas comment je peux leur dire merci. Djeredjef. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. C'était Madame Ma Camara, journaliste d'investigation et journaliste des questions sécuritaires militaires. Merci beaucoup, Madame Camara. Merci, c'est moi.